Bonjour à toi et bienvenue sur Faire et défaire. Je suis Alice et avec ce podcast, je collecte les histoires des personnes qui m'inspirent. Par ce qu'elles font, par ce qu'elles sont et par les projets qu'elles construisent. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur la plateforme de ton choix et de laisser 5 étoiles, ça m'aide énormément. Merci beaucoup par avance. Aujourd'hui, je rencontre Annabelle Azadeh. Cet épisode est un peu spécial parce qu'il a été réalisé à distance. J'ai rencontré Annabelle via Instagram et comme elle est basée à Los Angeles, on n'a pas eu le choix, on a fait l'interview par écran interposé. Je suis particulièrement contente de cet épisode parce qu'il a été compliqué à sortir du point de vue technique, mais aussi parce qu'il est très riche en contenu. L'histoire d'Annabelle est d'abord marquée par l'international. Elle a commencé sa carrière en tant que journaliste indépendante en France, en Thaïlande, en Angleterre, en Israël ou encore aux États-Unis. Elle a écrit pour des grands titres comme The Guardian, BuzzFeed, The Forward, Tablet Magazine, Fashion Network ou même l'Express. Elle a aussi été présentatrice télé sur la chaîne i24 pour laquelle elle intervient toujours régulièrement. Annabelle est spécialisée sur les sujets de la tech et du lifestyle. Comprenez les sujets des innovations technologiques et les sujets de société. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le monde de la mode. Elle en est devenue une spécialiste. Récemment, elle a monté une initiative qui s'appelle Wear the Future et qui aide les marques indépendantes, éthiques, éco-responsables et innovantes à gagner en visibilité pour se développer. C'est la première initiative de ce type qui voit le jour à Los Angeles et sa démarche a déjà fortement suscité l'intérêt des acteurs de la mode au niveau international. Annabelle parle ici de son métier de journaliste, de ses joies, de ses difficultés. Elle raconte comment elle est entrée dans la mode et pourquoi elle a lancé Wear the Future. Vous apprendrez plein de choses, notamment de bons conseils stratégiques pour lancer des produits et communiquer dessus. Très bonne écoute. Bonjour Annabelle. Bonjour Alice. Et bienvenue sur Faire et défaire. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Annabelle Azadeh, j'ai 31 ans. Ça fait 10 ans que je suis journaliste. J'ai étudié à Paris et je suis très, très rapidement partie à l'étranger. J'ai vécu en Thaïlande, en Israël, au Royaume-Uni et j'ai posé mes valises aux États-Unis il y a 1 an à peu près. D'accord. Et du coup, toi, tu es du journaliste plutôt international, c'est ça ? Je suis plutôt journaliste internationale. Effectivement, j'ai fait une licence d'anglais à la Sorbonne et j'ai très rapidement compris que j'aimais beaucoup l'étranger. Donc, j'ai très rapidement appris à parler anglais, allemand, espagnol et un peu hébreu. Et en fait, la première occasion qui s'est montrée à moi, c'est quand j'ai été diplômée du CFPJ, qui est une école de journalisme à Paris. Mon meilleur ami a eu un stage à Bangkok en Thaïlande et il m'a proposé de venir vivre là-bas. Évidemment, je ne parlais pas un mot de thaïlandais, mais j'avais envie de partir vivre très très loin de Paris. Alors j'ai pris mes valises et je suis allée vivre là-bas pendant 6 mois. Et c'est là où j'ai vendu en fait mes premiers reportages en anglais et là aussi où j'ai commencé à écrire des reportages sur la mode puisque c'était la 3e Fashion Week à Bangkok et j'étais la seule correspondante anglophone. Donc j'ai commencé à avoir pas mal de travail. Et comment du coup tu t'es intéressée à la mode ? Parce qu'au départ, toi, si j'ai bien compris, tu étais plutôt sur du lifestyle ou de la tech, c'est ça ? Ouais, alors j'ai toujours aimé la mode en fait. J'avais un groupe de rock au lycée, j'aimais bien m'habiller absolument n'importe comment. Et en fait, à partir de là, j'ai trouvé que c'était toujours drôle de créer sa propre mode. Donc j'ai commencé un peu à suivre les tendances, tu vois, comme n'importe quel ado finalement. Et c'est vraiment parce que j'ai rencontré des gens en Thaïlande qui travaillaient dans la mode que je me suis dit tiens, je vais aller à des défilés pour rigoler, tu vois. Et j'ai commencé à me dire que c'était super sympa et qu'il y avait vraiment une industrie derrière et que c'était pas juste, tu vois, des apparats ou des gens qui se déguisent pour rire. En fait, il y a vraiment une structure dans la mode, il y a des tendances, il y a une économie, il y a vraiment des notions à avoir qui sont très sérieuses, je vais dire, un peu comme n'importe quelle industrie. Donc si tu arrives un peu à maîtriser ça, après tu peux t'amuser et puis évidemment parler anglais à 21 ans, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Et au début, tes clients, du coup, ceux pour qui tu rédigeais des papiers, c'était plutôt des médias français ? Non, c'était tout de suite des médias anglophones. J'ai travaillé pour le magazine Monocle, qui est un peu le JQ en Angleterre, qui est un magazine de luxe réservé aux hommes urbains et accros à la mode. J'ai aussi bossé pour des publications de LVMH, pour une publication locale anglophone qui s'appelle Bangkok 101,
qui est à peu près l'équivalent d'Anou Paris. Donc j'ai vraiment bossé pour pas mal de magazines et c'était tout de suite anglophone, ce qui en fait m'a permis d'améliorer mon anglais très rapidement. Et j'imagine aussi ça t'a permis d'agrandir le nombre de clients que tu pouvais avoir. Oui, alors ça c'était l'avantage aussi d'être en Thaïlande et d'être la seule reporter anglophone, c'est que tout de suite on m'a posé beaucoup de questions et on m'a proposé beaucoup de reportages. Évidemment, quand tu es journaliste freelance, il faut avoir une force de proposition. Il faut être très bon en vente. En fait, quand tu es journaliste freelance, non seulement tu trouves les sujets, donc c'est à toi de trouver les idées des sujets, il faut avoir une connaissance client, comme on appelle ça dans le milieu commercial, parce qu'il faut déjà savoir quels sont les magazines qui recrutent, quels sont les magazines qui embauchent des freelances, et puis aussi les magazines par rapport à leurs sujets. Il y en a certains qui seront intéressés par des sujets de mode avec un angle éco, d'autres qui sont intéressés par les sujets mode avec un angle tendance ou lifestyle, comme tu le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment très très différent. Et puis évidemment, il faut avoir une force de persuasion, c'est-à-dire que tu peux recevoir un non, mais comme on dit en Israël, non, c'est le début de la négociation. Il faut aussi savoir dire oui, mais si tu veux, je peux te trouver cet angle-là ou cet autre angle-là. Et donc il faut vraiment être super malin. Je dirais que être journaliste freelance, c'est aussi le vœu d'être pieux et de vivre vraiment dans une situation difficile économiquement. Moi, mes premières années, je remercie Pôle emploi, tu vois, parce que en fait, comme j'avais fait mon diplôme en alternance, j'ai eu droit à 2 ans de chômage. Et ce qui est aussi la raison pour laquelle je suis partie à l'étranger, c'est que je savais qu'en Thaïlande, la vie serait moins chère qu'en France. Mais j'ai continué quand même parce que, comme tu le sais, Pôle emploi vérifie ton activité. Donc, ils avaient tous les justificatifs d'email comme quoi je relançais les pigistes, les journaux, les rédactions, les choses comme ça. Je dirais que si tu veux te faire des sous, faut surtout pas être journaliste. Dès le départ, en fait, être pigiste freelance, c'est vraiment un choix. C'est un choix pour moi. Je pense que ça a été une chance extraordinaire. C'est de connaître d'autres cultures, en fait, de découvrir d'autres cultures. J'ai grandi à Paris dans le 7e arrondissement, qui est un quartier extrêmement privilégié, comme tu le sais. Et en fait, j'ai vraiment voulu sortir de ça et me dire, la vie, c'est plus grand que le 7e arrondissement. La vie, c'est aussi des gens qui vivent, en fait, qui vivent le bonheur d'une autre manière. Il y a une autre définition. On n'est pas obligé d'être confiné dans son confort pour être heureux. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris ces premières années après mon diplôme pour vraiment découvrir. Et je pense que le journalisme, c'est un secteur qui t'offre ça parce que déjà, t'es obligé de pas être timide. Tu dois rencontrer des gens tout le temps. Tu dois parler à de nouvelles personnes. Donc, même si, tu vois, moi, j'ai des potes qui sont journalistes qui sont super timides. Ah ouais. Et ils ont utilisé le journalisme comme moyen de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis aussi. Parce que le journalisme, c'est aussi une industrie qui marche beaucoup à l'affect. Donc très rapidement, ton boss, ça va peut-être être ton pote, et puis il va te faire découvrir ou il va te rencontrer et te connecter à d'autres personnes. Du coup, tu vas avoir d'autres piges. Tu vois, c'est un peu un cercle vertueux. Je pense que c'est aussi un très très bon moyen de découvrir d'autres cultures, comme je l'ai dit, de parler de nouvelles, d'autres langues. J'ai aussi réalisé des reportages en espagnol. Donc voilà, je vais pas m'étendre parce qu'encore une fois, je pourrais t'en parler, mais des heures de ce métier, je suis passionnée. Donc voilà. Ouais, j'imagine. Super intéressant. Et malgré le fait que tu saches que ce soit beaucoup plus difficile d'être journaliste freelance, qu'est-ce qui t'a quand même fait choisir ça, sachant qu'en plus tu avais commencé l'alternance, donc que tu avais potentiellement déjà goûté à quelque chose de plus stable, de plus sécure Je pense que tout simplement, ça a été la conjoncture. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé au CFPJ en 2008, qui a été l'année, comme tu le sais, de la crise financière des subprimes aux États-Unis et qui a eu des conséquences considérables en France dans la presse. Je crois que les chiffres, c'est qu'aux États-Unis, il y avait à peu près 4000 publications qui ont disparu en quelques années. En France, on n'a pas autant de presse locale puisque le territoire est beaucoup plus petit. Mais il y a évidemment énormément de publications qui ont disparu en France, surtout dans la presse spécialisée. Il y a même des publications qui sont que digitales. Je pense par exemple à Bakshish, qui a disparu, qui était un très bon journal d'investigation. Il y a aussi des journaux qui se sont lancés, qui n'ont pas marché. Donc, en fait, tu vois, moi, j'avais 20 ans quand j'ai diplômé. Non, j'avais peut-être 20,
ans, 21, je sais plus. Ouais, c'est ça, j'avais 20 ans. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment rester dans un pays comme ça, sachant que j'ai la chance d'avoir l'outil de parler anglais? Est-ce que je vais vraiment rester dans un pays qui a l'air de vraiment stagner dans une économie morose? Ou est-ce que je me donne la chance d'aller ailleurs? Donc, je pense que c'était ça aussi, tu vois. Et pour revenir à ta question, moi, le journalisme, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Quand j'avais 16 ans, je savais que je voulais être journaliste. Il y a jamais eu, mais aucun doute, en fait, dans mon esprit, que j'étais bonne pour écrire. La petite anecdote qui m'a vraiment décidée à devenir journaliste, c'est que j'étais au lycée Victor Duruy dans le 7e arrondissement et j'avais un professeur fantastique qui s'appelle Monsieur Gilbert Cabasso, qui est encore un ami à l'heure où je te parle. En fait, Monsieur Cabasso, il organisait des voyages, donc c'est un prof de philosophie, et quand on était en terminale, il a organisé un voyage pour aller à Auschwitz. En fait, moi je suis d'origine juive et j'ai des membres de ma famille étendue qui sont malheureusement allés à Auschwitz. Donc c'est un sujet qui m'a toujours touchée quand j'étais ado. Et en fait, le voyage était payé par le Conseil régional d'Île-de-France, mais en contrepartie, nous devions écrire un texte sur notre ressenti en fait à Auschwitz. Donc imagine-toi 15 gamins du 7e arrondissement qui partent en Pologne sous une tempête de neige, autant dire que c'était plutôt comique. Et en fait, quand on est arrivé à Auschwitz, il y a vraiment une sorte pour moi d'électrochoc où je me suis dit waouh, tu vois, j'ai eu des gens de ma famille qui étaient dans ce truc ou qui peut pas être vraiment décrit avec quelques mots. C'est vraiment, t'imagines l'enfer sur terre, bah voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, à la fin du voyage, j'ai écrit dans mon journal intime ce que je ressentais, en fait, vraiment sur l'instant. Et j'ai une amie qui est encore une amie aujourd'hui et qui est d'ailleurs journaliste, donc c'est très drôle, Chloé Rouverol, qui était assise à côté de moi et qui a lu en fait au-dessus de mon épaule et qui m'a dit waouh, mais il faut vraiment que tu proposes ce texte pour l'expo en fait après le voyage. Et puis moi j'étais là, mais non, enfin c'est très personnel. Finalement, je l'ai lu et ça a plu et il a été publié au Conseil régional d'Île-de-France et en fait la pancarte ensuite a été exposée au mémorial de la Shoah. Il y a des survivants de l'Holocauste qui ont lu la lettre en fait que j'ai écrit, que j'avais un peu écrit à mon grand-père et à mon arrière-grand-père et ça a beaucoup ému les survivants de la Shoah qui étaient là et en fait ça m'a marqué quoi. J'avais 17 ans. Et je me suis dit, ah ok, donc en fait, j'ai peut-être pas un don, tu vois, mais j'ai peut-être une habilité à transmettre des émotions avec les mots. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais être journaliste, quoi. Enfin, ça a juste confirmé le fait que, ok, j'ai envie de raconter des histoires. Je savais pas trop si je voulais raconter de la fiction en étant écrivain ou de la réalité en étant journaliste. Et en fait, là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, ok. Et puis, les mois d'après, je me suis renseignée pour comment entrer dans une école de journalisme. Et puis voilà, emballer, c'est peser. Puis en plus, c'est marrant parce que t'avais déjà un peu ce côté international, vu que finalement, t'as commencé à écrire sur un événement international, enfin, en tout cas, lors d'un voyage, etc. Ouais, c'est très juste, j'y avais pas pensé. Bien vu, ouais, c'est vrai. Donc, c'était déjà là, en fait. Et après la Thaïlande, du coup, t'as voyagé en plus dans plein de villes. Et est-ce que le métier s'est transformé au fur et à mesure de tes voyages? Alors en fait, dès la Thaïlande, j'ai compris qu'avec la crise financière, autant dire que ça avait à peu près touché tous les pays. Donc quand tu es freelance international, on te demande un peu de tout. C'est-à-dire, est-ce que tu sais faire du montage vidéo? Est-ce que tu sais filmer? Est-ce que tu sais faire des sous-titres? Est-ce que tu sais traduire? Est-ce que tu sais écrire? Est-ce que tu sais faire du montage audio? Donc en fait, très rapidement, j'ai compris que si je voulais survivre dans l'industrie, il fallait être polyvalente. Ça a vraiment été un électrochoc, je veux dire, par rapport à mes copains qui sont restés pour la plupart dans leur entreprise d'accueil d'alternance au CFPJ et qui donc ont été pépères vraiment très très longtemps dans le même poste à toujours faire la même chose, c'est-à-dire soit bâtonner, donc ce qu'on appelle du bâtonnage dans le vocabulaire journalistique, c'est en fait réécrire des dépêches de l'AFP, de la Société de Presse ou encore de Reuters. D'accord. Ça, c'était vraiment un truc qui me chauffait pas du tout parce que moi, j'ai toujours eu Tintin dans la tête, tu vois. Et je me suis toujours dit, mais attends, le journalisme, déjà, moi, je déteste être assise à un bureau de base, tu vois. Je déteste être à l'école, je déteste être assise quelque part. J'aime bouger. Donc je me suis dit, ok, donc s'il faut survivre dans cette industrie, il va falloir que j'apprenne à vraiment être polyvalente.
Donc vraiment, dès la Thaïlande, j'ai compris qu'il fallait faire plusieurs choses. Il fallait écrire, il fallait monter, il fallait filmer. La Thaïlande, ça a duré à peu près 6 mois. C'était une expérience qui était assez compliquée parce qu'en fait, je parlais pas thaï. Et ça te montre aussi les limites que quand t'es expatrié dans un pays et que tu comprends pas la langue, t'as beau parler en anglais et la langue internationale c'est l'anglais, il y a vraiment des limites. Ouais. Et là, je te parle justement pour faire des reportages sur place. En fait, il fallait toujours que j'embauche un ou une traductrice et du coup, c'était des coûts en plus. Et comme je t'ai dit déjà, la vie de pigiste, c'est très compliqué. Ça faisait des coûts en plus en fait qui me permettaient pas de vivre. Donc, au bout de 6 mois, j'ai repositionné mon expatriation et on m'a offert la chance d'être attachée de presse à New York. Donc là, je suis passée de l'autre côté du journalisme, c'est-à-dire plus vers la communication. Mais c'était vachement chouette parce que c'était une expérience en fait qui me faisait comprendre ce qu'attendent les journalistes en général et ce que c'est qu'un sujet. Et en fait, quand tu bosses dans la communication, t'apprends vachement à angler les produits que tu dois vendre. Donc là, c'était de la mode, c'était des marques de fringues, mais ça me permettait vraiment de comprendre comment marketer un sujet. Et en fait, ça m'a beaucoup appris parce que quand t'es pigiste, il faut que tu apprennes à marketer un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je suis revenue à Paris. Ouais. Mais du coup, quand tu parles de communication, tu parles de quelque chose... c'est-à-dire que tes articles, ils étaient vraiment ciblés sur l'objectif, c'est de vendre tel produit proposé par telle marque. Alors en fait, je représentais des marques de fringues, c'est-à-dire que je travaillais dans une agence de presse qui n'avait aucun rapport avec le journalisme, mais ce qui m'a permis déjà d'avoir ma première expérience professionnelle aux États-Unis. Donc ça, c'était génial. C'était dans une agence de presse qui s'appelle Marie Saiki Pior à New York, spécialisée dans les marques françaises de luxe. Donc c'était bien parce que pour moi, je parlais un peu français et en même temps, je vivais aux États-Unis. Donc du coup, j'ai vraiment pu améliorer mon anglais et devenir vraiment anglais, d'avoir un anglais courant. Donc ça, c'était pas mal parce qu'en Thaïlande, c'était quand même de l'anglais de touriste. Faut se l'avouer. Mais bon, c'était quand même chouette. Je continuais à écrire à côté pour l'Express parce que c'était le mariage homosexuel à l'époque aux États-Unis. Donc il y avait pas mal de demandes de médias français. Et puis j'écrivais des petits pour des revues lifestyle, tu vois, des petits articles sur les boîtes de nuit, les restaurants, c'était sympa. Puis en fait, après, j'ai eu une très très grosse opportunité. Au bout de 6 mois, on m'a proposé d'aller vivre en Israël pour être présentatrice pour I24 News, qui est une chaîne de télé francophone. Et alors là, ça a été vraiment super chouette pour moi parce que ça m'a permis d'être présentatrice à la télé. Donc là, c'était encore une autre discipline en fait qui était vraiment très très différente. Et j'ai pu présenter en anglais, en français. Donc c'était vraiment sympa, c'était une équipe internationale à Tel Aviv. Je parlais pas hébreu et je parle encore très 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 mal hébreu, mais ça m'a permis d'étudier une autre facette du journalisme parce que quand tu es présentatrice à la télé, et je suis encore correspondante pour eux ici à Los Angeles, donc je continue à le faire, c'est un peu comme être actrice, tu vois. Il faut vachement jouer, mais en même temps, il faut transmettre un message. Donc c'est très différent, mais c'est aussi très sympa. Et en fait, c'est à partir de là aussi où j'ai beaucoup commencé à travailler pour la presse juive. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais mon premier mentor, en fait, ça a été Bernard Aboif, qui est le directeur de Radio Shalom à Paris. Et en fait, Radio Shalom, pour moi, ça a vraiment été les rudiments du journalisme. Donc, ça m'a aussi permis vraiment de parler, en fait, d'une partie de moi que je connaissais pas trop, parce qu'en fait, dans ma famille, on n'a pas vraiment parlé du judaïsme. C'était pas trop un sujet à la maison. Et vraiment de m'imprégner de la culture juive, des choses qui sont sympas, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses sympas dans la communauté juive. La communauté juive en France, en fait, elle a vraiment connu plusieurs périodes et depuis les attentats de Toulouse, il y a vraiment une atmosphère morose. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, d'être diplômée juste avant ça. Donc, j'étais à la radio, sur Radio Shalom. Tu vois, t'avais plein de célébrités qui venaient. T'avais Patrick Bruel, t'avais Enrico Macias, des gens qui sont super connus, en fait, dans l'œil public et qui, par souci ou par peur d'antisémitisme, en fait, ne parlaient pas vraiment de leur judaïsme dans la presse mainstream, on va dire, tu vois. Donc, c'était vraiment très intéressant de les rencontrer, de parler du judaïsme. Et puis, Bernard Aboif étant un mentor exceptionnel, j'ai vraiment appris à structurer un article, à structurer un reportage radio. Et ça, c'était vraiment chouette.
Donc pour revenir sur I24, en fait, j'ai continué à faire ça. Là, j'ai été présentatrice sur la high-tech surtout. Donc j'ai commencé à parler des nouvelles technologies, des innovations. Et il y avait toujours un truc sympa en fait à parler de ça parce que t'as toujours des nouveautés avec l'angle communauté juive, mais t'as toujours des nouveautés, tu vois. Donc ça permettait vraiment de faire la promotion des innovations qui étaient réalisées en Israël. Et comme c'était pour un public francophone, c'était un gros travail de pédagogie didactique parce que je devais expliquer des choses très compliquées avec des mots très simples. Et par rapport justement à ton investissement dans les médias de la communauté juive, c'est quelque chose du coup que tu fais toujours? Ouais, en fait, moi, je suis partie à Los Angeles pour être correspondante pour Actualité Juive. Et en fait, pour moi, en fait, ça m'est un peu tombé dessus, si tu veux. C'est un peu drôle de dire ça, mais c'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu réfléchis, en fait, le premier reportage, c'était Auschwitz. Ensuite, mon mentor, c'était Bernard Aboif de Radio Shalom. Ensuite, la première fois que j'étais présentatrice à la télé, c'était I24. Qui m'a emmené, tu as mon sponsor de presse ici, c'est Actualité Juive. Donc en fait, il y a une sorte de fil rouge, mais que j'ai pas forcément choisi. En fait, je suis quelqu'un qui est assez passionné, qui est assez honnête, et je me rends compte qu'il y a très très peu de journalistes juifs qui s'investissent dans la communauté juive. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi la communauté juive, elle est en totale déperdition en France. Bon, alors après, moi, je suis pas très bien placée pour te dire ça puisque je suis partie vivre à l'étranger, mais je peux me targuer au moins d'avoir essayé d'en faire la promotion. J'ai aussi écrit pour beaucoup de médias juifs américains depuis la France. Je suis restée 1 an en France avant de partir aux États-Unis et j'ai écrit très régulièrement pour Tablet et Forward. J'ai suivi des histoires d'assassinats lugubres et macabres qui ont eu lieu ces dernières années en France parce que des gens étaient juifs, tout simplement. Ça pose vraiment des questions quand t'es d'origine juive. Alors avec le temps, en fait, moi je me considère vraiment plus juive que catholique, même si je suis baptisée. J'ai été un peu élevée dans les 2 religions, on va dire. Mais je pense que c'est en fait pour moi une culture où il y a énormément de valeurs, où il y a énormément de solidarité, et il y a aussi beaucoup de valeurs d'intégration. C'est-à-dire que dans la communauté juive, en fait, les gens, ils ont essayé de s'intégrer en France coûte que coûte, tu vois. Dans la religion, il y a beaucoup d'autres communautés qui sont comme ça. La religion juive, c'est vraiment apprendre à s'inclure, en fait, dans une culture quitte à un peu effacer la sienne. Et ici, c'est un peu la même chose, tu vois. Il y a énormément de juifs américains. Ils sont fiers d'être juifs, tu vois. Bon, ça, c'est clair. Tu leur enlèveras pas. Mais ils s'efforcent vraiment d'intégrer la culture américaine. Et pour moi, ça, en fait, cette faculté d'adaptation, elle s'est vraiment reflétée dans mon métier aussi d'être journaliste. Parce que quand t'es journaliste, en fait, il faut t'adapter en permanence à ton interlocuteur. Et donc, c'est vraiment des valeurs que je partage avec la communauté juive. Et au-delà de ça, voilà, pour moi, c'était aussi rendre hommage à mes origines. Tu vois, c'était quelque chose de normal, en fait, de naturel. Et si je suis correspondante encore ici pour des médias juifs, pour moi, c'est totalement normal. Je me pose pas vraiment la question de pourquoi je le fais. Comme je t'ai dit, ça m'est un peu tombé dessus. Et puis aussi parce que je suis fière d'où je viens et que quoi qu'il arrive dans ta vie, je pense que le plus important pour pas perdre les pédales, c'est d'être fier de là où on vient. Oui, complètement. Et justement, je comprends beaucoup mieux du coup effectivement ton investissement et le côté hyper naturel de participer à la communauté juive. Et par rapport à tes autres contrats avec d'autres clients, est-ce que ça a un jour été un problème d'ailleurs? Non, pas du tout. J'ai jamais eu le désir de bosser pour Al Jazeera, donc pour moi, tu vois. Non, mais je suis très cash. J'ai pas. Non, et puis tu sais, les gens, s'ils sont pas contents, ils peuvent aller se faire foutre en fait. J'ai pas. Enfin, moi, je cache pas trop ce que je fais en général. Et puis, bon, quand t'es journaliste aussi, t'es quand même un personnage public, c'est-à-dire que tous les sujets que tu fais, ils sont partagés sur les réseaux sociaux. Il y a ton nom à la fin des articles, à moins que t'aies envie de travailler sous pseudonyme, ce qui est pas mon cas. Donc, en fait, oui, tout le monde sait que j'ai fait de la presse juive. Mais en fait, au contraire, ça m'a ouvert des portes. D'accord. Je dirais. Ça m'a ouvert des portes parce que, voilà, on m'a souvent interviewé sur des questions
Parce qu'en fait, après, tu commences à devenir spécialisé. C'est un peu ce qu'on avait appris à l'école de journalisme. On nous avait toujours dit, il faut être spécialisé. Moi, je me suis dit, oh, c'est toujours barbant d'être spécialisé, tu vois. Mais en fait, pas tellement, parce que tu vois, là, on parlera de la mode après, mais je représente des couturiers israéliens qui sont très talentueux. Et en fait, avoir vécu en Israël, avoir été journaliste là-bas et être journaliste en ce moment pour la presse juive, au contraire, ça a été un atout, en fait. Parce que c'est de la connaissance terrain, en fait. Comme on dit dans le milieu marketing, c'est de la connaissance client, tu vois. Ouais. C'est une culture qui est effectivement très à part, comme d'ailleurs n'importe quelle culture, code. Et c'est vrai que autant pour la négociation que pour l'histoire ou la culture ou le background, effectivement, ça prend des années, en fait, à connaître, tu vois, tu peux pas vraiment remplacer ces années d'expérience. Donc, du coup, ça fait un atout après sur le marché du travail où les gens se disent, ah bah elle connaît, tu vois. Ouais. Bah surtout, j'imagine, quand tu mentionnais des cultures différentes, c'est vrai que si en plus tu t'es spécialisé là-dedans, que tu as travaillé sur le terrain, forcément, quand tu rencontres des couturiers, ils sont beaucoup plus à même de te faire confiance et ils se disent, bah elle va bien nous représenter, elle va bien parler de nous à l'étranger, quoi. Bah oui, alors après, c'est vrai que je suis tout à fait, enfin, je veux dire là, je suis pas du tout naïve. C'est-à-dire que oui, je suis tout à fait consciente qu'il y a beaucoup de gens qui sont antisémites. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que moi, je suis comme une sorte de grenouille tropicale, tu vois. J'ai des couleurs tellement voyantes que je les repousse assez facilement. Parce que au moins, c'est plutôt cash, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui est bien, quoi, tu vois. C'est qu'au moins, je travaille que avec des gens qui sont intéressés par le projet. Donc, c'est plutôt chouette. Ah oui, mais je n'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai qu'au moins, ça t'évite de les rencontrer, quoi. Oui, c'est ça. Non, c'est pas. Après, oui, effectivement, j'ai. Enfin voilà, si il faut parler plus sérieusement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis partie de France, c'est aussi parce que l'antisémitisme est rampant. Je suis plutôt inquiète pour les prochaines élections présidentielles. Après, évidemment, quand tu vis à l'étranger, t'as tendance à toujours un peu exagérer ou accentuer ce que tu regardes sur le journal de France 2, car il passe sur TV5 Monde. Donc oui, beaucoup de Français le regardent à l'étranger. Et puis aussi, j'arrive à un âge où voilà, j'ai la trentaine et je me dis bon, il y a peut-être un jour quand même où j'aurai envie de me marier, d'avoir des enfants, et même si mes enfants seront pas forcément 100% juifs et qu'ils auront juste un héritage culturel juif, j'ai l'impression qu'en France, ça pose en ce moment, en tous les cas, un problème. Et on n'a qu'une vie, et je trouve ça très noble et respectable les gens qui restent en France pour pas faire de la résistance, mais essayer en tous les cas de faire changer les choses. Moi, j'ai pas forcément ce courage-là. Je sais que j'ai qu'une vie et j'ai envie de bien profiter. Et aux États-Unis, comme je l'ai dit, en fait, les gens sont très inclusifs. Donc c'est vachement plus facile en fait de vivre ici son judaïsme. Donc je préfère être ici, voilà. Question complètement néophyte, mais au quotidien, par exemple, quelle situation en France pose problème et qui ne pose pas problème pour toi aux États-Unis? Bah tout simplement mettre une mezouza. Alors en fait, je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une mezouza, Alice. Un petit cours de judaïsme express ici. Je veux bien, s'il te plaît. Bon, en fait, la mezouza, c'est une sorte de petite barre où il y a l'Ancien Testament enroulé dedans, et tu la cloues à l'entrée de ta porte. C'est en fait un petit peu superstitieux, c'est pour protéger la maison des mauvais esprits, on va dire ça comme ça. Et c'est quelque chose en fait qui, dans les années 90, en tous les cas, moi je l'ai vu chez mes amis français juifs à Paris, ne posait absolument aucun problème. C'est-à-dire que tu mettais ça comme quand tu mettais une croix de Jésus, tu vois, c'était vraiment, il y avait aucun, la croix du Christ, il y avait vraiment aucun problème. Et puis ces dernières années, j'ai beaucoup d'amis qui ont enlevé leur mezouza. Moi-même, à Paris, dans mon petit studio à Montmartre, j'ai jamais osé en mettre une. Elle est censée être à l'extérieur, en fait, pour protéger. Ok. Et en fait, bah là, tu vois, j'habite à Beverly Grove, qui est près de Beverly Hills, et j'en ai une. Il y a aucun souci. Voilà, on s'est jamais fait cambrioler. Tu vois, il y a pas de problème. Donc ça, c'est un petit geste du quotidien. Comme je dirais les gens qui sont musulmans en France et qui se voilent et qui ont un problème à mettre un voile, tu vois. Ici, parce que bon, j'ai pas parlé de toute ma vie parce que il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais j'ai vécu à Londres pendant 3 ans et les femmes voilées là-bas, si tu veux, elles sont caissières au supermarché et ça pose de problème à personne.
Donc il y a vraiment un problème en France sur le fait de ne pas être chrétien, de ne pas être catholique, tu vois. Ça fait des siècles hein, que c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand tu arrives à un point où voilà, Marine Le Pen, elle est aussi écoutée que Emmanuel Macron à une heure de grande audience, tu te dis bon, écoute, voilà, moi j'ai 30 ans, j'ai envie d'avoir des gamins. Est-ce que j'ai envie d'être dans une ambiance anxiogène comme ça ou pas? La réponse est non. J'ai la chance, encore une fois, d'avoir les outils qui font que j'ai pu m'expatrier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui voudraient faire la même chose, ils ont juste pas l'éducation ou pas les revenus pour le faire. Donc voilà, j'ai juste la chance de le faire et quand la question s'est posée, je suis partie assez rapidement sans trop me poser la question. C'est assez fou et merci d'en parler parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pas forcément bien conscientisé par tout le monde et c'est super important de le transmettre quoi. Et pour en revenir du coup plus à ta vie professionnelle, là on a parlé de ta spécialisation via les médias juifs, mais il y a quand même la mode, puisqu'aujourd'hui tu te rapproches du coup d'un projet qui est beaucoup plus orienté là-dedans. Comment tu t'es plus orienté vers la mode jusqu'à créer Wear the Future? Alors en fait, quand j'ai fait mon stage à New York, j'ai trouvé ça génial. Avec Marissa équipière, je me suis dit waouh, mais attends, c'est trop cool. Tu représentes des marques, des valeurs aussi, parce que tu peux représenter des marques, tu vois, d'artisans. T'es pas obligé de faire des trucs made in China. Tu peux aller à des défilés, tu rencontres des gens qui sont passionnés par l'art, parce que mine de rien, la mode c'est de l'art, c'est de l'art visuel. Donc tu vois, tu représentes des artistes en fait quelque part. Et puis bon, il faut quand même avoir des notions économiques. Et en fait, à l'époque, j'avais 25 ans et maintenant j'en ai 31. Et je me suis dit, je suis consciente que j'ai la connaissance, tu vois, visuelle. Je connais les marques. Voilà, je connais l'art en général. J'ai pas les compétences encore économiques parce qu'en général, il faut faire du bizdev en fait avec les marques. Mais je le garde dans un coin de ma tête et le jour où je pourrai le faire, je le ferai. Et en fait, c'est vraiment resté dans ma tête pendant des années. Comme je t'ai dit, pigiste freelance à l'international, ce n'est pas facile tous les jours. Donc, il y a vraiment eu des moments de découragement ultime où j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Et je me suis dit, bon, bah voilà, est-ce que c'est pas le moment pour moi de commencer ce projet? Et en fait, quand je suis arrivée l'année dernière à Los Angeles, je me suis rendu compte que Los Angeles était une ville extrêmement différente de New York. Déjà parce que les gens ici s'habillent pas du tout pareil. Je dirais qu'à New York, les gens ils s'habillent un petit peu comme à Londres ou à Paris, tu vois, ils sont super stylés, un peu comme à Paris, tu vois, ils ont des Stan Smith, ils ont des trench coats. Il y a 4 saisons, donc il y a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, donc il faut toujours un petit peu s'habiller en fonction. Il y a des tendances de couleurs et tout. Alors ici, c'est pas du tout pareil. Los Angeles, pour replacer en fait d'un point de vue géographique, parce que je suis geek, donc je vais quand même te faire une petite page Wikipédia, t'y échapperas pas. Los Angeles, c'est le seul endroit où il y a un climat méditerranéen en dehors du bassin méditerranéen. Donc ça ressemble beaucoup à Cannes, ça ressemble beaucoup à Saint-Tropez. Il y a une sorte de garrigue. La nature, c'est de la garrigue. Il y a une plage parce qu'il y a l'océan Pacifique, mais il y a aussi des montagnes et il y a aussi le désert à 1 heure de route. Donc, ce qui fait que, en fait, c'est à peu près l'été pendant 12 mois de l'année. T'as 2 mois qui ressemblent un peu à de la mousson où il pleut et on y est en ce moment. Donc, ça ressemble un peu à Londres. Mais une fois ce climat passé, il y a vraiment un climat désertique où il fait presque 50 degrés, tu vois. Donc, en ce qui concerne la mode, les gens ne s'habillent absolument pas pareil qu'à New York, comme tu peux l'imaginer. Puisqu'à New York, il neige l'hiver, il neige presque, on va dire, 6 mois de l'année. Ici, c'est pas du tout le même cas. Donc, les gens, en fait, dans les années 60, 70, et même jusque dans les années 90, à Los Angeles, on va dire, ils faisaient absolument pas attention à leur style. C'était vraiment limite brise de Nice, tu vois, je mets des mini-shorts avec un débardeur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'American Apparel a été lancé ici. C'est qu'ici les gens ils étaient en mode no style quoi, tu vois, un petit short et des t-shirts et des claquettes et c'était parti pour toute l'année. Ouais, c'était minimaliste avant l'heure. C'est ça, tout à fait. Ces dernières années, ça a pas mal changé déjà pour une chose, c'est que New York est devenu tellement cher qu'il y a beaucoup de gens de New York qui sont venus ici.
San Francisco est devenu tellement cher qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Donc, il y a en fait du capital qui a été ramené par ce qu'on appelle les finance bros, qui sont les gens qui travaillent dans la finance, donc les gens de Wall Street, mais aussi les tech bros. Bros, c'est pour brothers, donc les frères, tu vois. Donc, en fait, c'est des gens qui gagnent vraiment très bien leur vie, qui sont arrivés ici, qui ont créé des emplois et qui ont des emplois et qui se disent, bon, bah voilà, maintenant, moi, j'ai un salaire élevé, j'ai envie de profiter, j'ai de l'argent à dépenser dans les loisirs, comment est-ce que je peux le dépenser? Donc là, tu arrives dans un marché en fait où il y a de la demande, ce qui est plutôt de bonne augure pour les gens qui veulent travailler dans la mode. Et tu te rends compte qu'en fait ici, il n'y a pas tellement de créateurs. Là, je te parle pour les 2-3 dernières années. En fait, il y a vraiment pas beaucoup de créateurs, tout simplement parce qu'en fait, tous les gens qui veulent bosser dans la mode aux États-Unis, ils étaient à New York. Et maintenant, en fait, la tendance est en train de se renverser puisque ici, il y a de la demande, les gens ont de l'argent à dépenser. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui offrent quelque chose. Donc en fait, moi, je me suis dit, mais Los Angeles, c'est l'endroit idéal pour moi. Et en plus de ça, ici, les gens adorent l'environnement, l'artisanat, les choses faites à la main. Et évidemment, en France, on est très très bon pour ça. Donc, étant française, je me suis dit, ok, en fait, moi, même si je représente pas forcément des marques françaises, ils sauront qu'avec mon flair et mon nez français, je vais représenter des marques qui ont un intérêt en fait pour le marché local. Donc, avec tout ça, avec toutes ces connaissances du terrain, je me suis lancée dans une aventure il y a quelques mois qui s'appelle Wear the Future, qui est le projet, en fait, le nom de mon projet. Et en fait, je représente des marques qui font deux choses. La première, c'est des choses qui sont innovantes. Ça, c'est parce que je suis journaliste tech, donc j'adore les hautes technologies. Et puis, d'autre part, des marques qui sont éco-responsables. Ça, c'est un projet aussi de choix de vie personnelle, en fait, c'est que je fais de plus en plus attention à la manière dont je consomme. Les États-Unis étant les plus grands pollueurs au monde, en fait, il y a énormément de gens ici qui sont éduqués à Los Angeles et qui veulent consommer de manière responsable et de manière différente. Donc, si tu leur proposes des marques de fringues qui sont, par exemple, avec du coton biologique, bon là, je te parle, je cite des âneries, hein, mais juste des exemples pour que tu comprennes. Ou alors je représente une marque là de maillots de bain australiens. C'est des maillots de bain qui ont vraiment une texture vraiment. Enfin, c'est des textiles qui sont tout à fait similaires à ce que tu pourrais acheter chez Decathlon ou Speedo, sauf que c'est des maillots de bain qui sont faits à partir de bouteilles de plastique recyclées. En fait, à partir du moment où tu proposes des produits qui sont haut de gamme aux États-Unis, parce que ici, les Américains en général, ils vont acheter des fringues qui sont plus chères qu'en France. Mais ils veulent vraiment faire attention à la qualité, t'as tout gagné. Et en fait, depuis quelques mois, j'ai vraiment, je suis même moi-même étonnée du succès que je rencontre parce que là, je représente déjà 10 couturiers à l'international. J'ai été invitée à une conférence au Mexique, la plus grande conférence de high-tech qui s'appelle Talentland le mois dernier. Et au mois de juillet, je vais être à Mexico pour faire la même chose, une conférence sur les hautes technologies. Et là, j'ai la chambre de commerce de mode américaine qui s'appelle CFDA qui m'a proposé d'organiser le premier défilé de mode éco-responsable à New York en septembre pour la Fashion Week de New York. Félicitations. Voilà. Merci. Donc ça confirme juste en fait que il y a vraiment une demande en fait dans la mode et c'est pas que en étant journaliste de mode que tu peux faire la différence. Là, je deviens vraiment actrice de l'industrie puisque je décide de représenter des créateurs qui font la différence. Par exemple, je représente des créatrices péruviennes qui en fait font tisser tout leur tissu par des grands-mères qui sont extrêmement démunies dans les montagnes péruviennes et il y a une grande partie du bénéfice qui leur revient. Donc leurs petits-enfants peuvent aller à l'école, elles ont réussi à avoir l'électricité dans leur maison, elles peuvent avoir des maisons. Et c'est des produits qui sont haut de gamme puisque là ils sont vendus chez Urban Outfitters, tu vois, c'est pas des trucs cringards, c'est vraiment des trucs super sympas. Il y a une marque de sac qui est faite en tuyaux. Donc là, il s'appelle Siblings Army, la marque des Péruviens. La marque de sac, c'est Elvis & Kresse, c'est des British. Et en fait, ils ont pris tous les tuyaux utilisés des sapeurs-pompiers
en désuétude. Ils les ont recyclés, ils en ont fait des sacs de luxe et ils ont reçu l'année dernière le prix Burberry et le prix Cartier. Wow. Ils ont été nominés cette année encore une fois pour le prix Cartier d'innovation parce qu'en fait, ils réussissent à transformer les tuyaux d'arrosage en un produit vraiment luxueux et 10% des bénéfices des sacs vendus sont reversés à une association qui s'occupe des orphelins des sapeurs-pompiers en Grande-Bretagne. Donc vraiment, j'essaye, tu vois, autant dans le journalisme, c'était un peu militant ce que je faisais, bah là, j'essaye un peu de faire la même chose. C'est-à-dire que je représente des marques qui ont vraiment un message à faire passer et qui aident des communautés. Donc c'est pas les communautés juives cette fois-ci, mais c'est vraiment des communautés qui ont besoin d'aide. Et c'est pour montrer aussi que c'est pas parce que tu fais de la mode sociale quelque part que tu peux pas faire de la mode de luxe en fait. Tu peux vraiment faire des trucs à la pointe qui sont branchés, qui sont cool et qui intéressent des grands magasins comme Urban Outfitters ou encore une fois la New York Fashion Week sans que ça soit moche et hippie et roots quoi. Bah, et au-delà de ça, je pense qu'avec tous les scandales qui avaient éclaté avec, par exemple, l'usine du Bangladesh et les plus en plus de personnes qui veulent consommer de manière responsable, enfin, on est de plus en plus conscient que lorsqu'on porte un t-shirt à 5 euros, c'est que la personne au bout de la chaîne, elle est payée moins que 5 euros. Ouais. Donc, je pense que avec ça, ça aide aussi les gens. Enfin, les gens sont aussi dans une démarche de plus en plus de responsabilité par rapport à leurs achats et de redistribution. Enfin, si on rend compte que sur les multinationales pour faire de la redistribution, c'est pas vraiment leur rôle. Donc c'est aussi à nous en tant que consommateurs. Ouais, ouais. Et ces marques-là, oui, pardon, vas-y. Non, j'allais dire si les auditeurs ne connaissent pas la chanson d'Orelsan qui s'appelle La marchande de porte-clés, je pense que elle est vraiment très sympa cette chanson parce qu'elle résume ce que c'est en fait, c'est-à-dire que au départ, ce sont des enfants qui sont vendus. Parents, on leur vend un mensonge en général, on leur dit votre enfant va aller vivre en Europe et tout. En fait, tu te retrouves avec un boulet à tes pieds, là, littéralement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des enfants qui sont esclaves dans des usines. Rana Plaza, effectivement, Alice, un très très bon exemple de ce qui s'est passé. En 2013, ça fait déjà 6 ans. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans une usine, en fait, pour recadrer pour les gens qui connaîtraient pas forcément. Et en fait, cette usine, elle faisait plein de vêtements. En fait, on s'est rendu compte que Primark, mais Carrefour et Auchan. Et en fait, tu te rends compte que la globalisation, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand il y a marqué Made in China sur ton truc ou Made in Bangladesh sur ton t-shirt, toutes les marques sont concernées. En fait, toutes les marques sont criminelles. Et quand, par exemple, H&M crée une fondation pour l'environnement, moi, perso, ça me fait rigoler doucement parce que, en fait, c'est super cool de faire une fondation où tu vas faire de l'exonération d'impôts pour ton entreprise parce que c'est un peu ça en faisant du greenwashing. Mais en fait, en attendant, tes t-shirts, tu les fais toujours par des mioches de 6 ans au Bangladesh. Il y a rien qui a changé. Et en fait, c'est effectivement, il y avait quelqu'un l'autre jour, je sais plus qui disait ça, mais j'ai lu ça dans la presse et j'ai trouvé ça excellent. Je crois que c'était Ruffin qui disait ça. On a 2 cartes d'électeurs dans notre portefeuille. C'est la carte d'électeur, donc ça elle est connue, et la carte de crédit. Et en fait, dans un système capitaliste qu'on va pas changer, et ben en fait la manière de dire oui ou non, c'est aussi d'acheter les choses qui sont responsables et qui ont une répercussion. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais j'ai aussi des créatrices qui sont zéro waste. Alors je sais pas comment tu dis en français, zéro déchet, voilà. Ouais. Et donc en fait elles sont zéro déchet, c'est-à-dire qu'en fait toutes les chutes qu'elles utilisent pour la création de leurs robes, elles vont les utiliser dans des créations d'accessoires, par exemple des sacs à main. Là, je te parle de Julia Davy, qui est une créatrice américaine que je représente. Mais ça, en fait, je trouve ça super malin parce que c'est aussi pour montrer qu'en fait, tout peut être réutilisable, qu'il n'y a pas que la politique du zéro plastique qui peut être intéressante. Mais voilà, je pense qu'en fait, au départ, moi, quand j'étais journaliste, il y avait des enjeux, tu vois, parce que c'était il y a presque 10 ans, il y avait des enjeux économiques. Comme tu l'as dit et tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce que la discipline de journaliste, elle a changé ? Oui, elle a évidemment changé parce qu'en fait, maintenant, je pense qu'il faut vraiment devenir acteur du changement. Pour moi, c'est de représenter des créateurs. Pour d'autres copains, c'est d'être journaliste politique ou s'investir dans la politique. Mais effectivement, avec le réchauffement climatique et tous les enjeux, le changement climatique et tous les enjeux en fait qu'on a en ce moment, en fait la menace de la démocratie à l'échelle européenne. Là, à l'heure où nous discutons toutes les deux, les résultats des élections européennes ne sont pas connus. J'espère et je pense qu'il y aura pas de drame, mais il y a vraiment une politique nationaliste qui est en marche en Europe. Et en fait, je pense que c'est vraiment à chacun d'utiliser ses compétences et en fait de vraiment les optimiser.
Moi, je pense que c'est représenter des gens qui font la différence dans la mode et c'est pour ça que je m'y attelle. Et du coup, tu t'as totalement arrêté le journalisme ou tu continues quand même encore un peu? Alors, pas du tout. Je continue. Ouais, je suis toujours accro, il faut bien l'admettre. Au bout de 10 ans. Et alors, en fait, c'est intéressant que tu me poses la question parce que tous les articles que j'écris maintenant sont extrêmement anglo. Je me suis rendu compte, en fait, avec les années que l'économie, c'est très amusant. Alors, je connais pas mes tables de multiplication. J'ai fait L et je suis absolument nulle en maths. Mais l'économie, ça permet vraiment, en fait, de comprendre le visage d'un pays et les changements, en fait. Donc, la mode, en fait, elle est super indexée à l'économie, beaucoup plus que ce l'on croit. La création artistique, c'est vraiment 5% d'une marque. Il y a beaucoup qui est en fait relié à la condition économique d'un pays. Et je dirais qu'en fait, c'est pour ça que je continue à être journaliste aussi, c'est parce que ça me donne un bon aperçu de ce qui se passe dans le monde et dans les pays où je travaille. Et je pense aussi que c'est super important en fait de toujours avoir un pied dans l'économie quand tu fais quelque chose d'artistique. Et ça, je le dis en termes de conseils, quoi. C'est que les créateurs que je représente et qui réussissent, c'est ceux qui ont vraiment une notion économique et une notion politique de ce qui se passe. Tu peux pas juste être artiste en fait de nos jours. Il faut aussi avoir vraiment un aperçu de ce qui se passe autour de toi. C'est intéressant parce qu'on dit souvent que dans les écoles, par exemple d'art, ou j'ai des amis graphistes par exemple, et on leur a pas dit comment gérer leur statut de graphiste freelance par exemple. Donc le côté économique, c'est vrai que on s'en rend compte qu'il y a des lacunes au niveau des artistes. Et toi, tu as rajouté la dimension politique. C'est assez intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Avec plaisir. Par exemple, en ce moment aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Elle a beaucoup impacté les imports et les exports. Alors, je vais pas te raconter parce que franchement, ça fait pas bander, hein. Vraiment. Mais en gros, ce que ça veut dire de manière très concrète, c'est-à-dire qu'en ce moment, les Américains, ils consomment américain. Ils sont plus du tout dans un contexte où ils achètent les trucs à 3,50 francs de Chine. Ils sont plus en mode, OK, on va acheter, tu vois, par exemple, mon copain. Voilà, on va prendre un exemple très concret. Mon copain, il est américain. Et la semaine dernière, on est allé faire du shopping dans un magasin. Et c'était super intéressant de voir qu'en fait, il a privilégié tous les produits qui étaient faits de manière éco-responsable aux États-Unis que d'autres marques. Moi, je trouve ça super parce qu'il a les moyens de pouvoir s'acheter aussi ça, parce que c'est évidemment, comme tu peux l'imaginer, beaucoup plus cher parce que les salariés dans une usine de mode ou voilà d'usine textile aux États-Unis coûtent beaucoup plus cher qu'un enfant, voilà. Mais tu te dis bon bah voilà, j'ai dépensé plusieurs centaines d'euros, mais à la fin de la journée en fait, je sais que j'ai acheté des fringues qui ont été faites par des Américains, que à la fin de la journée, ces gens-là, ils vont avoir un salaire plus que minimum, qui vont pouvoir nourrir leur famille, et en plus de ça, les designs sont super sympas. Donc tout le monde gagne. Et en fait, mon copain, voilà, il est dans cette politique de consommer moins et d'acheter moins, mais d'avoir de la qualité. Et j'ai l'impression que c'est hyper représentatif des Américains de notre génération. C'est-à-dire que les gens de notre génération, ils sont de moins en moins tournés vers le H&M et vers le Zara. D'ailleurs, moi, j'ai un Zara qui est à côté de chez moi. Il est hyper triste. Il est tout le temps vide, tu vois. Parce que les gens veulent vraiment acheter de manière responsable. Donc, avoir des notions politiques et économiques, c'est aussi ça. C'est aussi se dire, OK, en ce moment, tu vois, les exportations, les imports, en fait, de Chine coûtent extrêmement cher. Et en fait, Trump, il a mis des taxes qui sont tellement élevées sur les produits chinois que finalement, c'est plus sympa d'acheter un truc américain, de te dire, OK, je fais la différence. Là, justement, en gros, American Apparel, c'était la première marque qui était made in USA, ouais, ça, je savais. qui était faite de maniire responsable. Ah. C'était la première marque qui a légalisé des immigrants clandestins mexicains. Et en fait, finalement, c'était la première marque éco-responsable. Bon, après, il y a eu des scandales autour de la marque parce que le PDG était complètement cinglé. Ah. Mais au final, finalement, American Apparel, c'est la marque qui a lancé le mouvement de mode responsable aux États-Unis. Et en ce moment, c'est vraiment en train de revenir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse opportunité pour mes créateurs. Et justement, parce que les créateurs desquels tu parles, ils sont pas forcément américains. Est-ce que eux, ils subissent les taxes aussi ? Alors, en ce moment, ceux qui subissent le plus de taxes, c'est les créateurs d'Europe de l'Est. Pour une simple et bonne raison, c'est que le cours entre le rouble et le dollar, en ce moment, n'est vraiment pas favorable pour le rouble. Donc, je vais pas en parler parce que
Encore une fois, c'est pas forcément très intéressant. Mais les créateurs d'Europe de l'Est, c'est clairement ceux en ce moment qui galèrent à fond. Ce qui est dommage parce que les Russes, ils sont super doués dans la fashion tech. Là, en ce moment, moi, je parle avec 3 créateurs qui sont extrêmement doués, mais en fait, ils peuvent pas m'envoyer leurs produits parce que s'ils m'envoient leurs produits, il y a 400% de taxes à la douane. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent payer 4 fois le prix de la robe qu'ils m'envoient pour que je la mette dans mon showroom. Donc, ça n'a aucun intérêt pour eux. Donc là, en ce moment, ils attendent un peu, mais comme tu le sais aussi, les relations entre la Russie et les États-Unis sont un peu tendues en ce moment, donc c'est pas forcément favorable. C'est aussi pour ça, j'imagine, que c'est 400% de taxes. Effectivement, et c'est pour ça que je te dis que c'est très important quand tu travailles dans la mode ou dans d'ailleurs n'importe quel secteur artistique de suivre l'actualité de l'économie en fait du pays où tu as envie de t'étendre parce que ça aura une importance, ça aura une répercussion sur ton boulot, que ça soit la musique, même si tu veux monter un restaurant français aux États-Unis, enfin n'importe quoi en fait. Force est de constater qu'en fait au bout d'un moment ça va avoir une répercussion sur ton industrie. D'accord. Je vais te poser une dernière question. C'est là, du coup, tu vas faire une petite série de conférences et d'interventions. Quel est le message que tu vas avoir envie de diffuser? Alors, très bonne question. En fait, à chaque fois, j'ai à peu près le même message, on va dire. Bon, en fait, c'est qu'en fait, on n'a qu'une vie. C'est très très con, mais on n'a qu'une vie. Et en fait, notre vie, elle est toujours reliée à la vie des autres. Qu'on le veuille ou non, on n'est jamais isolé. L'espèce humaine, elle est faite pour être en meute. Et on peut vivre dans le déni parce qu'on a envie de vivre dans un certain confort, parce que on n'a pas forcément envie de voir la réalité en face. Mais en ce moment, la planète, elle va pas très bien. Et ça fait super cliché de dire ça, mais c'est très vrai. En ce moment, ça va pas super bien. Je parlais encore avec la mère d'une amie vendredi qui me disait que il y a certains analystes aux États-Unis, dans beaucoup d'universités aux États-Unis, on dit que la Terre n'a plus que 12 ans d'espérance par rapport à la manière dont on consomme maintenant. Ça fait pas beaucoup. Ouais. 12 ans, ça fait, bon, je suis très nulle en maths, mais je vais te faire une petite addition, ça fait 2031. Et en gros, voilà, 2031, ça fait vraiment, vraiment pas grand-chose. Je pense qu'on l'a vu avec la COP 21, que j'avais d'ailleurs couvert à Paris, avec les efforts de Nicolas Hulot qui ont échoué, que les gouvernements ne sont pas prêts encore à faire des efforts à grande échelle. Comme on le sait, du moment que les industries mettent pas la main à la pâte, ça va être très compliqué. Mais on peut, à petite échelle, nous, faire des efforts. Comme je disais tout à l'heure, d'avoir ces 2 cartes d'électeur, dont celle de la carte de consommateur pour dire non, j'ai pas envie de consommer des trucs à chier de chez H&M et de Zara. J'ai envie de m'acheter moins de fringues, mais de m'acheter un pull qui a été fait par une grand-mère du Pérou, ou alors un sac, parce que je sais qu'il y a 10% du prix du sac qui va revenir à un gamin qui a perdu son papa dans un incendie. Et ça, c'est la différence, en fait. Ça, c'est la vraie différence. Et pour moi, en fait, faire passer un message et représenter des gens comme ça, c'est quelque chose qui est crucial, qui est primordial. Et donc, en fait, quand je vais dans des conférences où la plupart des gens sont des étudiants de mode, en fait, tout simplement, qui lancent leur marque, et qui me posent des questions, je leur dis, il faut que vous voyez votre manière de voir la mode d'un point de vue beaucoup moins émotionnel que les autres générations. C'est-à-dire que au lieu de te dire, ouais, je vais faire du sensationnel, je vais faire un chapeau qui ressemble à un gros gâteau, à une pièce montée ou un truc comme ça, il faut que tu penses en fait à la manière dont tu vas sourcer ton textile, la manière dont il va être teint, parce que on sait que les couleurs, les teintures sont principales responsables des cancers pour les travailleurs de l'industrie textile. La manière dont tu vas faire coudre, tu vois, est-ce que ça sera à la main, est-ce que ça sera par des machines qui vont consommer beaucoup d'énergie? En fait, ce qu'on appelle en anglais la supply chain, il va falloir que tu la repenses. Et en fait, la manière dont tu vas construire ta robe ou machin, à la limite, en fait, on s'en fout complètement. Alors, c'est important, évidemment, que visuellement, ça soit nouveau, novateur, que ça plaise aux clients et tout ça. On est tout à fait d'accord. Mais en fait, le message que je fais passer, c'est si tu veux vraiment réussir, pour moi, il va falloir que tu aies une supply chain qui soit durable. Et pour qu'elle soit durable, il faut réfléchir chaque maillon de la mode et réfléchir à chaque fournisseur avec lesquels tu vas travailler. Parce que non seulement ça va avoir une répercussion sur ta propre réputation, mais ça aura une répercussion sur la réputation de ta marque.
Et non seulement ça va être ça va vraiment être un bénéfice pour toi, parce que les grands magasins, que ça soit Galeries Lafayette, Le Printemps et choses comme ça, maintenant c'est ça qu'ils recherchent. Ils recherchent des marques qui sont éco-responsables. Donc pour ton business, ça va être bien, mais ça va être bien aussi pour la planète. Donc en fait, il y a tout intérêt à voir comment ça marche de manière verte, on va dire, plutôt que de voir ça old school en étant made in China. Parce que ça, en fait, c'est totalement en désuétude et ça va plus plaire aux gens. Donc j'essaye de convaincre en fait les plus réticents des étudiants à dire, ou même des gens qui ont déjà une marque et qui voudraient transitionner, c'est que même si t'as pas envie de le faire, en fait, tu vas plus avoir le choix. Parce que on va plus te laisser le choix de manière économique ou environnementale. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Merci beaucoup à Annabelle pour son temps et pour cet échange. J'espère qu'il t'a plu à toi aussi, cher auditeur. Depuis cet échange avec Annabelle, j'intègre différemment l'actualité. Moi qui ai essayé de m'en tenir le plus éloigné possible pendant des années, je sais que le jour où je veux lancer un produit, je me renseignerai sur le contexte géopolitique en vigueur dans le pays où je souhaite me développer et de manière très précise. Ça m'évitera de faire des erreurs de communication et surtout, ça me permettra d'optimiser le lancement et sa réussite. Et toi qui m'écoutes, quel est ton avis sur ce sujet ? Quel est ton rapport à l'actualité et comment influence-t-il les choix stratégiques de ton entreprise ? Tu peux me répondre en commentant l'article qui est en lien dans la description du podcast ou en m'écrivant un email à faireetdesfaires@gmail.com. À bientôt dans le prochain épisode.